Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de encore le tissu épithélial et on va voir les épithéliums des revêtements et les épithéliums glandulaires. Donc, on va commencer par l'épithélium de revêtement. Donc, voilà à propos de nous. Nous proposons des cours et préparation de concours gratuits à travers notre chaîne YouTube qui vient d'ouvrir cette année. Donc, nos domaines sont médecine, sciences naturelles, sciences mathématiques et physique. Nous vous invitons alors à s'abonner à la chaîne pour en profiter et aussi à notre page Facebook dont le lien est dans la description. Merci. Nous allons adopter les plans suivants. Tout d'abord, on va faire une petite introduction. Ensuite, la définition. Après, les critères de classification des tissus épithéliales de revêtement, organisation et localisation, relation entre épithélium de revêtement et glandulaire, les fonctions des épithéliums de revêtement, et enfin on va faire une petite conclusion. Comme guise d'introduction, les épithéliums sont des groupes de tissus variés et composants spécialisés de nombreux organes et couvrement de la surface du corps et de ses cavités, feuillés d'une ou plusieurs couches reposant sur la membrane basale ou la basale. Activités nombreuses comme absorption, sécrétion, protection, maintien de l'intégrité du corps. Voilà. L'épithélium de revêtement. Donc, un épithélium de revêtement est un tissu avasculaire, c'est-à-dire non vascularisé, sauf l'organe cochléaire de l'oreille. Voilà, seulement ce qui est vascularisé. Donc, l'épithélium de revêtement est formé par une ou plusieurs couches de cellules contiguës recouvrant une surface interne ou externe de l'organisme. Pour devenir un épithélium, il y a plusieurs critères et il s'agit donc de la forme des cellules qui le constituent, du nombre de couches cellulaires présentes, de l'existence des structures superficielles, nature des cellules épithéliales et de différenciation apicale. Donc, les grands critères de classification reposent sur la forme des cellules, le nombre de couches cellulaires présentes, la différenciation apicale. Voilà les trois en général. Mais il en existe 5 critères de classification. Mais les 3 sont suffisants pour classifier les épithéliums de revêtement. Donc, selon la forme des cellules, il y a A, c'est pavimenteux, c'est-à-dire plate. La B, cubique. C, prismatique. D, encore pavimenteux.
et pseudo-stratifié cylindrique, mais on va voir en détail tout ça. Il y a ce qu'on appelle épithélium cubique. Épithélium cubique, donc les hauteurs et les largeurs des épithéliums sont identiques. Par exemple, épithélium cubique simple de canaux excréteurs. Épithélium pavimenteux. Ce sont des cellules plates polygonales à contours irréguliers possédant un noyau central et plus large que haute. Donc, les épithéliums pavimenteux sont appelés aussi épithélium plat. Épithélium prismatique ou cylindrique, plus haut que large, c'est-à-dire la hauteur est très importante par rapport à la largeur. Voilà. Nous voyons ici par exemple la hauteur là, mais la hauteur par rapport à la largeur, c'est pas la même. C'est sous forme de, c'est comme le prisme. Voilà. Donc classification selon le nombre de couches cellulaires. Il y a une stratifiée ou simple. Donc, il s'agit d'un épithélium formé par une seule couche cellulaire reposant sur la lame basale. Dans ce cours, nous essayons d'écrire toutes les explications, comme ça, vous pouvez voir parce que les mots s'envolent. Encore selon le nombre de couches cellulaires, pluristratifié ou stratifié. Donc, il est formé de plusieurs couches de cellules. Voilà. Mais seule la couche basale ou germinative qui repose sur la lame basale ou membrane basale. Et il ne faut pas oublier aussi que toutes les cellules des épithéliums sont en général, tous les épithéliums sont reposés sur une membrane basale ou sur la lame basale. Pseudo-stratifié, donc toutes les cellules reposent par un prolongement sur la lame basale, mais certaines n'atteignent pas la surface apicale, c'est-à-dire ils n'ont pas la même hauteur. Voilà, donc les noyaux des différentes cellules se trouvent à différents niveaux. Comme nous pouvons voir ici, je pense, donc je vais mettre parce que vous n'avez pas l'occasion de voir ça, mais vraiment c'est très. Voilà donc un exemple de l'épithélium pseudo-stratifié. C'est-à-dire, voilà, vous voyez ici, les noyaux qui ne sont pas à la même niveau. Voilà, donc cela veut dire que les cellules n'ont pas la même hauteur, mais elles reposent toujours sur la lame basale. Voilà la lame basale. Voilà. Il y a aussi, selon le nombre de couches, il y a aussi ce qu'on appelle les épithéliums de transition du type urinaire. Donc, une assise génératrice à cellules cubiques, quelques couches de cellules polyédriques devenant en surface piriforme, une couche superficielle faite de cellules de grande taille, souvent binucléées. Voilà. Voilà donc un récapitulatif selon la forme et le nombre de couches. Voyons ici un cubique simple. Voilà. Épithélium pavimenteux stratifié ou malpighien. Épithélium prismatique simple et épithélium prismatique pseudo-stratifié. Voilà. Donc pour nommer, pour donner
les noms au tissu épithélium de revêtement, il faut donner selon la forme et nombre de couches en général. C'est-à-dire, par exemple, la forme pavimenteux et nombre de couches simple. Donc, vous allez le nommer épithélium pavimenteux simple ou cubique simple, cubique stratifié, cubique pseudostratifié, comme ça. Structure superficielle, donc il y a ce qu'on appelle l'épithélium malpighien kératinisé. Donc c'est un épithélium de la peau ou épiderme. Il comporte de nombreuses acides cellulaires groupées en plusieurs couches de la membrane basale vers la superficie. Donc ce sont de la couche germinative, la couche du corps muqueux de Malpighi, la couche granuleuse intermédiaire claire, c'est où ça? Voilà. Et la couche cornée. Là, la couche cornée, voilà l'épiderme, voilà le derme, pierre, voilà. Et aussi, il y a ce qu'on appelle épithélium malpigien non kératinisé. Il revêt la cavité buccale dans notre bouche, l'œsophage, le vagin, la cornée. Il est formé de nombreuses assises cellulaires coupées en 3 couches, la couche basale, la couche intermédiaire et la couche superficielle. Voilà. Selon la nature des cellules épithéliales, cellules caliciformes à pôle muqueux ouvert, cellules à pôle muqueux fermé, cellules pigmentaires, par exemple épithélium gastrique, c'est un épithélium prismatique simple à pôle muqueux fermé. L'épithélium respiratoire, c'est un épithélium prismatique pseudo-stratifié cilié à pôle muqueux ouvert. Voilà un tableau qui résume un peu ce que nous venons de dire comme forme, par exemple, plat pavimenteux, nombre de couches, une stratifiée ou simple, structure superficielle, il n'y a pas. Et exemple et localisation, par exemple, endothélium, mésothélium, il y a plusieurs exemples ça. Exemple dans le capsule de Bowman et endothélium vasculaire, endothélium de la cornée. Par exemple, pavimenteux mais multistratifié, stratifié, non kératinisé. Exemple de localisation dans le vagin, œsophage, anus. Pavimenteux multistratifié qui est kératinisé, par exemple l'épiderme, par exemple prismatique ou cubique, une stratifiée simple dans le recte testis, tubulaire rénaux, canaux glandulaires. Voilà, il y a plusieurs types là. Je vais vous donner un peu de temps pour lire. Bien, mettez en pause et vous allez les lire. Voilà les différenciations du pôle apical encore. Elles permettent à la cellule épithéliale d'assurer une fonction bien précise. Ce sont les microvillosités, les cils vibratiles, stéréocils. Voilà. Microvillosité, on va parler de plateau strié, qui est microvillosité de même longueur, rectiligne, parallèle et ordonnée. Il permet d'augmenter la surface d'échange. Par exemple, dans les entérocides de l'intestin, qui jouent un rôle très important dans l'absorption des nutriments. Bordure en brosse, microvillosité plus longue et moins régulièrement disposée. Mais selon les anglophones, ils utilisent le même terme, plateau strié égal bordure en brosse. Stéréocils, ce sont des fins prolongements incapables de mouvoir, c'est-à-dire ils ne bougent pas, dont la forme et la structure ressemblent à celle de microvillosité. Microvillosité fine, longue et anastomosée. Les microfilaments centraux ne sont pas organisés, c'est pour cela qu'il n'est pas doté de mouvoir.
de mouvement, pas d'activité motrice bien sûr. Le cils vibratile, ce sont des expansions cytoplasmiques douées de mouvements pendulaires ou ondulants. Ce sont les cils qui entraînent les particules et les brasses. Par exemple, appareil ciliaire qui joue un rôle moteur, le cil proprement dit, formé par 9 paires de microtubules périphériques et un paire central. Corpuscule basal formé par 9 triplés de microtubules périphériques, 0 ou pas de microtubules central. Racine ciliaire, son rôle c'est de relier la base du corpuscule au cytosquelette. Le cil, voilà, le cil. Donc lorsqu'on effectue une coupe à ce niveau, donc on a constaté paire de microtubules centrales doublés périphériques qui sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Ici, le corpuscule basal qui relie la racine au microtubule. Voilà une coupe transversale d'un cil. Donc, il est formé par de nexine, dinéine, tectine, microtubules centraux, doublés des microtubules externes qui sont au nombre de 9, membrane plasmique. Voilà. Schéma du battement d'un cil, mouvement d'un cil. Donc ils font de mouvements ondulatoires. Voilà. Uroplaquine, c'est une protéine de 1 à 4 domaines transmembranaires et un domaine extracellulaire qui est très important et un domaine cytoplasmique. Et l'uroplaquine est asymétrie. Cette asymétrie autorise l'étirement, donne une stabilité donc à la surface des cellules et évite l'éclatement de la membrane plasmique pendant le remplissage de la vessie. La lame basale, intermédiaire obligatoire entre épithélium et le tissu de soutien. Toutes les cellules, bien tous les épithéliums sont reposés sur une membrane basale qui est formée par lamina lucida, lamina densa. Donc, structure de cette membrane formée par 3 feuillets, lamina lucida densa fibro-reticularis, constituant les paranes sulfate collagène de type 4, laminine, fibronectine, ontactine. Fonction, interface d'adhérence, impliquée dans le développement et la différenciation cellulaire, régulation de la perméabilité, comme tamis moléculaire, donc pathologie par exemple, syndrome néphrotique. Exemple des épithéliums, origine, ectoblaste, épithélium de revêtement, épiderme, cavité buccale et nasale, oreille et tympan externe, cornée, urètre, mésoblaste, appareil urinaire, urètre, urétère, bassinet, néphron, appareil génital, chambre antérieure de l'œil, oreille interne, mésenchyme, endoblaste, appareil digestif du pharynx au rectum, appareil respiratoire du larynx aux alvéoles, oreille moyenne et tympan interne, vésicule canobiliaire, urètre proximal, partie inférieure du vagin, épithélium vésical. Et ça, c'est pour les épithéliums glandulaires. On va voir ça dans la prochaine fois. Relation épithélio-conjonctive. Épithélium de revêtement. Par exemple, la peau, ensemble de l'épithélium, la peau formée par épithélium épiderme. Et derme, c'est tissu conjonctive sous-jacent. Muqueuse, c'est formée par chorion et épithélium. Séreuse, formée par mésothélium et couche sous-mésothéliale. Intima pour les vaisseaux et endocarde pour le cœur, couche sous-endothéliale et endothélium. Fonction des tissus épithéliales. Les épithéliums de revêtement tapissent la surface du corps et bordent des activités qui sont vraiment très précieux pour nos organes creux. Protection mécanique et chimique.
Protection mécanique vis-à-vis de milieux externes, par exemple contre la chaleur, le froid, le choc, etc. Par exemple les bidermes. Protection chimique, par exemple contre les enzymes, les substances toxiques et l'acide chlorhydrique, par exemple l'épithélium gastrique. Voilà, absorption et résorption, par exemple les cellules prismatiques du canal intestinal qui sont dotées des microvillosités et en plus à ce niveau où les différenciations apicales augmentent la surface des choses. Voilà, quoi aussi, excrétion pour l'élimination des déchets. Par exemple, les cellules des tubes contournés proximaux du rein ou les cellules de l'estomac. Transport et mouvement grâce grâce au cil vibratile qui permet aux cellules de se mouvoir. Échange, par exemple, les entérocytes, les bordures ambroses, plateau strié qui permet d'augmenter la surface des choses grâce aux microvillosités. Réception de messages sensoriels. La réception de messages sensoriels, c'est par l'intermédiaire des différenciations apicales des cellules auditives, gustatives, etc. Voilà. L'épithélium de revêtement aussi assure le renouvellement cellulaire grâce aux cellules choses qui sont dotées des renouvellements rapides. Voilà donc en conclusion, l'épithélium est responsable de la spécificité fonctionnelle de l'organisme où il se trouve. L'épithélium de revêtement, ça, et il est impliqué dans de nombreuses activités ou fonctions, n'est jamais vascularisé et donc dépend des tissus sous-jacents ou les tissus conjonctifs. Repose sur une lame basale à travers laquelle diffusent les différents éléments nutritifs. Partie 2, les épithéliums glandulaires. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps pour terminer ça et on va voir ça à la prochaine vidéo. Donc, restez sur la chaîne. Voilà donc, merci de votre attention. Et si vous avez appris quelque chose, nous vous invitons à s'abonner à la chaîne pour profiter encore plus et aussi de s'abonner à notre page Facebook dont le lien est dans la description. Voilà donc, abonne-toi ou abonnez-vous à la chaîne pour plus de cours concernant l'histologie, surtout lorsque vous êtes étudiant en médecine ou en sciences naturelles, biologie, sciences mathématiques et physique. Merci de votre attention et à très bientôt.